bien, de la façon que j'expliquerais ça, c'est que le Centre d'éducation populaire, dans le fond, si je parle de la mission de l'organisme, ça vise l'alphabétisation, le rattrapage scolaire, la francisation pour adultes. Donc, quelqu'un qui veut rafraîchir ses connaissances, quelqu'un qui a de la difficulté avec la lecture et l'écriture, donc peut venir nous voir et on a des cours à lui offrir. Donc, on a également aussi des ateliers de tablettes iPad, tablettes Android. On a des ateliers créatifs, des ateliers d'anglais. Donc, on a quand même une variété d'ateliers qui est très bien, là. Mais je te dirais qu'au niveau de cette publicité-là, ça a plus ou moins eu d'impact parce que quelqu'un qui a de la difficulté à lire et à écrire, il n'ira pas crier ça là, sur les toits. Donc, c'est difficile pour les gens qui ont de la difficulté avec la lecture et l'écriture de venir à la rencontre d'organismes comme nous pour dire « Oui, moi j'ai un problème en lecture et en écriture, pouvez-vous m'aider? » Donc, ça reste quand même un certain tabou encore de nos jours d'avoir de la difficulté à ce niveau-là. Oui, je te dirais que les personnes qui ont de la difficulté, justement, vont être portées à développer des trucs. Ils vont dire « Ah, j'ai pas mes lunettes, peux-tu remplir ce formulaire-là pour moi? » Ils vont connaître des personnes qui vont tout faire pour eux, dans leur entourage. Donc, tant qu'ils ont ça, tout va bien. Mais on voit souvent aussi une personne âgée, c'était ça, mettons un couple, c'était la dame de la maison qui remplissait les papiers, qui faisait les impôts, qui voyait au courrier, tout ça. La dame meurt, puis là, le monsieur se retrouve, puis il est complètement démuni, là, il n'est plus capable de voir à ces choses, là. Donc ça, c'est une triste réalité, par exemple. Lorsqu'on a déménagé ici, au 18 boulevard d'Anjou, l'Investissement Québec nous avait demandé de créer un projet d'économie sociale, ce qu'on a fait avec la bouquinerie. Donc, la bouquinerie, avec la vente de livres et de CD et ainsi de suite, nous permet de financer les services qui sont offerts au Centre d'éducation populaire. C'est une occasion qu'on a d'avoir des livres accessibles ici parce que c'est, OK, d'accord, c'est des livres seconde main, mais c'est des livres qui sont très bien, même ils sont pratiquement neufs. Et les gens, bien, ils sont bien d'accord, puis ils viennent nous en apporter, puis les gens viennent nous dire que c'est bien, puis ils aiment ça. Enfin, moi, j'aime, pour moi, c'est la plus belle chose que je pourrais faire, que je peux faire maintenant à ma retraite. Bien, disons que les gens ici nous apportent des livres. Ils nous donnent des livres et nous, on les prépare, on les nettoie, on les vérifie, on met des prix minimes dessus et les gens viennent en chercher, ils viennent les acheter et même les 3/4 du temps, quand on finit des livres, ils reviennent nous les porter. Et nous, avec l'argent que l'on fait des livres, bien, ça s'en va en bas où les cours sont pour aider nos jeunes ou les moins jeunes pour être sur le marché du travail. C'est très gratifiant. Oui, parce qu'on ne donne pas à une compagnie, on donne à des personnes humaines qui ont besoin et on est là pour les aider. Oui, bien généralement, ce qu'on fait, notre façon d'intégrer les gens dans les cours, c'est d'y aller par leurs besoins. Tu sais, admettons, si tu vas à l'école formelle, là, les commissions scolaires et ainsi de suite, eux ont un programme qui suivent du début de l'année à la fin de l'année. Mais sauf qu'ici, on fait le contraire, c'est que les gens arrivent dans nos cours et on crée les ateliers en fonction de leurs besoins. C'est la différence. Et ici, on a des petits groupes, c'est maximum 8 personnes pour certains cours et 4 pour d'autres. Donc, on a la formation en alphabétisation de base, en français débutant. Donc, quelqu'un qui a de la difficulté à lire, à écrire, et même à communiquer des fois. On a le français plus avancé, français intermédiaire. Donc, les gens qui veulent aller passer leur test d'équivalence pour le secondaire 3, le TDG. On a un français plus avancé, français TENS, qui le dit dans le titre. TENS, c'est pour aller passer l'examen d'équivalence pour le secondaire 5. On a des ateliers de mathématiques. La même chose que le français mathématique débutant
pour les multiplications, les soustractions, les additions, ainsi de suite. Et on a un cours de mathématiques plus avancé, mathématiques intermédiaires, qui vise plus l'apprentissage pour l'équivalence du secondaire 5. Donc, on va voir l'algèbre, la géométrie, la règle de 3, toutes ces choses-là. On a également un atelier créatif pour juste décrocher, arriver à la finalité d'un projet, réussir quelque chose. Ça, c'est intéressant, les gens aiment beaucoup. On a aussi des ateliers d'anglais, anglais débutant et anglais conversation. Donc, ces deux cours-là d'anglais aident également pour l'obtention du diplôme d'équivalence de la 5e secondaire, mais c'est pour monsieur, madame, tout le monde de tous les jours qui veulent juste parfaire la langue anglaise, réussir à communiquer lorsqu'ils vont en voyage. C'est le Centre d'action bénévole qui m'a parlé du Centre d'éducation populaire parce que je ne le connaissais pas. Fait que je suis venue rencontrer Manon Geoffroy qui m'a parlé du Centre d'éducation populaire. Puis là, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas professeur, j'ai jamais été professeur. Moi, je suis travailleuse sociale, j'ai une formation d'administration. Mais elle m'a dit, c'est intéressant pareil, vous pouvez faire du bénévolat. Fait que j'ai commencé comme ça. Ma motivation, c'était pour moi de venir offrir. C'est que je trouvais ça très intéressant parce que je trouvais que c'était de donner des outils à des personnes pour avoir plus d'autonomie et être capable de se prendre en main. Parce que j'ai commencé en alphabétisation. Donc, je me disais, c'est quelque chose dans la société, quand tu ne sais pas lire, comment tu peux te repérer? Fait que ça m'a attiré. J'ai commencé comme ça. Donc, moi, j'ai commencé justement après devenue... J'étais une retraitée de l'enseignement. J'avais vu l'annonce dans le journal local qu'il y avait besoin de bénévoles. Fait que je suis venue me proposer, puis ils m'ont accepté. Puis je donne des cours à des élèves qui, je pense pas qu'ils iraient à l'éducation aux adultes parce qu'ils ont eu vraiment des difficultés à l'école. Puis ils ont comme une certaine appréhension à une classe traditionnelle. Fait que si c'est en petits groupes, alors c'est plus facile pour eux de s'adapter puis de profiter des cours. Puis comme on dit, prof un jour, prof toujours. Je continue à donner des cours en vocabulaire et là, en lecture de texte aussi. Mais on les aide pour toutes sortes de choses. Comme la semaine passée, j'ai aidé un élève à comprendre l'horaire d'autobus, à lire comme un horaire d'autobus aussi simple que ça. Mais c'est vraiment pour faire reculer l'ignorance. C'est un besoin d'ouvrir les portes, d'élargir les horizons à nos élèves qui en ont besoin. Puis je suis contente quand il y en a une personne qui est dans l'alphabétisation, puis il s'est trouvé un emploi. Ça, j'étais comme contente. C'est pas nécessairement à cause de ce qu'il a fait, mais je pense que ça lui a aidé à décider d'aller chercher un nouvel emploi. Puis je pense qu'il est encore à cet emploi-là. Fait que quand j'ai commencé, j'étais vraiment à la base avec des personnes qui étaient de différents niveaux, plus qu'à l'élémentaire, d'apprendre à lire des choses. On voit qu'il y en a qui ont des problèmes de dyslexie, probablement, de différents problèmes qu'on identifie. Mais c'est comme dit Martine, c'est valorisant. On reçoit en retour beaucoup, je trouve. Puis ils vont nous dire « Ah, merci pour le cours, c'était le fun aujourd'hui. » Des fois, ils nous disent ça avant de partir. Puis nous autres, on se dit, bon, c'est une petite affaire, mais pour eux, là, ils ont aimé ça. Puis je me dis, ça, c'est notre salaire, c'est ça, c'est la valorisation qu'on reçoit. On a plus de liberté dans les apprentissages parce que vraiment, les élèves, on a 4 ou 5 à la fois. Donc, c'est plus facile de connaître leurs besoins. Quand on a 35 et qu'il faut qu'on les fasse réussir un examen d'universitaire, c'est très différent. Mais quand même, quand on avait 35, on avait des élèves qui avaient vraiment des besoins spéciaux où on ne pouvait pas souvent les aider parce qu'on n'avait pas le temps ni les ressources. Mais là, ici, c'est des élèves à qui on peut vraiment personnaliser l'enseignement pour répondre à leurs besoins, puis qu'ils soient intéressés, puis pour qu'ils restent, puis qu'ils apprennent. Puis on parle de... des fois, ils ont vécu des choses traumatisantes dans leur vie. Puis ils nous racontent des fois des étapes quand ils étaient à l'école. Puis des fois, il faut quasiment partir avec la confiance, les aider à reprendre confiance en eux. Des fois, je trouve qu'il faut les valoriser beaucoup sur quand ils ont réussi quelque chose, de dire « Hey, c'est bon ça, t'es bon, tu sais ça. » Puis je trouve que... Puis entre eux, souvent d'éviter qui s'évaluent entre eux, d'éviter la compétition, de plus travailler, de dire on est tous ici pour apprendre,
toi, tu es fort dans ça, mais toi, lui, il est fort dans telle chose. Je trouve ça, c'est intéressant de travailler quand on a le groupe, là. Je sais pas, Martine, tu dois vivre ça toi aussi. Oh oui. Donc, on a un atelier de francisation pour les personnes immigrantes qui parlent pas ou très peu le français. Et on a un atelier aussi de francisation, mais conversation. Donc, à l'intérieur de l'atelier de francisation, ce qu'on voit, c'est grammaire, écriture, lecture. Et dans l'atelier de conversation, mais on met en application ce qu'on a appris dans l'atelier précédent là, avec la grammaire, lecture et écriture. Donc, c'est quand même assez intéressant pour les personnes immigrantes. On a aussi un atelier de vocabulaire. Donc, on sait, mais le vocabulaire, c'est important. Le vocabulaire, compréhension de texte. Ça va arriver aussi quelquefois, si quelqu'un n'est pas nécessairement au même niveau que tout le monde, on peut faire des petits ateliers de mise à niveau. Donc, j'interviens pour monter en fait un projet de francisation pour des enfants qui vont rentrer à la maternelle en septembre. Ils vont rentrer à l'école La Berge. C'est un partenariat qui se fait avec cette école. Donc c'est de la francisation par le jeu. On s'entend que nous, on n'a pas une vocation d'enseigner le français, leur apprendre à lire, à écrire, etc. Non, c'est vraiment de commencer à leur faire une immersion en français, finalement, pour qu'ils soient capables d'être fonctionnels pour leur rentrée à l'école. D'avoir déjà appréhendé le vocabulaire de la classe, le vocabulaire qu'ils vont entendre à l'école, pour être capables d'exprimer leurs premiers besoins, leurs nécessités. Il faut se rendre compte que c'est une population de familles souvent allophones. Donc déjà, la première langue, c'est sûr, n'est pas le français, mais parfois, ce n'est pas non plus leur deuxième langue parlée à la maison. Donc il y a des enfants qui partent vraiment de zéro, là, qui n'ont pas du tout été en contact avec le français dans leur plus jeune enfance. Donc on a une population diverse, mais c'est un bel enjeu, là. Ben, quand même, on part de zéro parce que c'est un projet pilote. Mais bon, moi, quand je suis arrivée, Marlène, elle avait déjà commencé à penser le projet. Donc, moi, j'apporte aussi ma façon de voir. Et on est très complémentaires. Oui, le travail se fait très bien. Là, on réfléchit sur les activités, les ateliers à monter, les notions aussi à communiquer aux enfants. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut véhiculer finalement. C'est vrai qu'on fait de la francisation, mais aussi on les prépare à l'école. À l'entrée à l'école, on met l'accent sur les notions qu'ils vont rencontrer à l'école finalement. La discipline, ce sont des petites choses de base, mais à savoir comment faire la file, attendre son tour avant de parler, des petites choses comme ça. Aussi qu'ils puissent se repérer dans l'école. Aussi qu'ils sachent se présenter, connaître son nom, savoir le dire en français. Je m'appelle Ryan, j'étais là, j'ai tout ça. C'est des choses de base pour nous, mais je pense que pour eux, pour les enfants, ce serait quelque chose de nouveau. Parce que aussi, on ne sait pas si ces enfants-là, ils ont eu l'occasion d'intégrer des milieux comme la garderie ou des CPE. Donc oui, c'est de la francisation, mais aussi c'est de la préparation à l'école. Parce que aussi, on tape sur beaucoup de notions que les enfants voient à l'école. Donc oui. Voilà, dire. Puis on veut que ça soit fait dans le plaisir, c'est ça qui est important. Le but, c'est pas d'enseigner par la contrainte où on veut absolument qu'ils aient des résultats et puis qu'ils soient parfaitement autonomes en français. Le but, c'est qu'on veut qu'ils progressent par rapport au niveau qu'ils auront quand on va commencer à travailler avec eux, puis le niveau qu'ils auront à la rentrée, qu'ils aient fait déjà un pas en avant. Mais tout ça en leur faisant aimer notre langue, donc en faisant ça de façon plaisante. Donc à 4-5 ans, on leur fait par le jeu. Donc ils vont finalement apprendre des choses sans s'en rendre compte. Nous, on a un objectif pédagogique derrière, mais eux ne le connaissent pas. Puis en parallèle, on a un deuxième volet, donc on va intervenir aussi avec les familles, avec les parents, parce qu'on veut créer aussi ce lien entre les familles et l'école, et puis les organismes communautaires. En fin de compte, c'est pour ça que nous, on agit comme organisme communautaire ici. Créer ce lien dans la communauté pour mieux intégrer justement ces familles qui peuvent venir de loin. Donc, être capable de leur donner aussi accès aux ressources, qu'ils connaissent le fonctionnement déjà
du système éducatif au Québec, mais aussi, par exemple, le système de santé. Après, ils n'ont pas tous la même réalité. Certains vont avoir besoin peut-être de parcours pour la recherche d'emploi. D'autres sont déjà parfaitement intégrés, puis vont plutôt avoir besoin de connaître des ressources pour différentes problématiques ou pour, je dirais, le tourisme, ou peu importe. Là. Donc, c'est un petit peu essayer d'apporter en fonction des besoins de chaque famille, de leur faire partager les ressources qui existent déjà dans la communauté et puis d'être capable de les diriger, de les orienter. C'est vraiment ce pourquoi j'ai accepté finalement cette offre d'emploi-là, parce que je me suis retrouvée exactement dans notre clientèle, parce que j'ai dû faire le même parcours d'intégration, un degré moindre peut-être parce que moi j'avais déjà la langue, mais oui, je devais m'intégrer à plusieurs niveaux, comme ils le font aussi. Donc oui, je comprends un peu leur état d'esprit, parce que moi aussi je suis passée par là. On se sent un peu perdu, on ne sait pas trop. Moi par exemple, quand je suis arrivée, je cherchais, on me parlait d'agences de placement ou trouver du travail assez rapidement. Je dis, mais elles sont où les agences de placement? On me dit, mais partout. Je dis, mais partout, c'est où partout? Non, mais il y en a, va dans la rue, il y en a plein. Mais je savais pas c'était quoi. Mais tout le monde trouvait ça naturel qu'il y en avait partout. Mais déjà, je ne connaissais pas les noms des agences de placement. Encore, il faudrait-il les connaître pour pouvoir les reconnaître. Je veux dire, il y a des choses qui paraissent évidentes pour les personnes qui vivent ici, mais pour un immigrant, non. Donc, c'est un exemple que j'aime dire parce que ça m'a beaucoup fatiguée quand même. Parce que j'avais besoin de travailler et tout le monde trouvait naturel. Mais il y en a là. Quand tu sors là, il y a une agence de placement. Je dis, mais c'est quoi le nom? C'est où? Donc, oui, je comprends leur état d'esprit. Donc, oui. C'est sûr que les bénévoles, ça en prend dans des organismes communautaires. Moi, je suis consciente que sans les bénévoles, un organisme ne peut pas subsister. En tout cas, je parle pour nous, là, on n'y arriverait pas. On compte quand même 15 bénévoles. Donc, parmi ceux-là, on a des bénévoles qui siègent au conseil d'administration, on a des bénévoles qui donnent la formation et on a des bénévoles qui font le service à la clientèle à la bouquinerie populaire. On a même quelqu'un qui vient faire l'entretien ménager. C'est sûr qu'on ne peut pas prendre quelqu'un pour donner de la formation qui n'a pas, mettons, minimalement un diplôme d'études secondaires. Là. On est très rigoureux dans notre façon de sélectionner les bénévoles. Donc, on a des bénévoles très qualifiés ici pour donner de la formation, que ce soit des anciens enseignants. On a des infirmières à la retraite, des ingénieurs à la retraite, des secrétaires à la retraite. Donc, on choisit avec minutie nos bénévoles. Puis tous les bénévoles qui sont ici sont aptes à donner de la formation. Ça m'apporte beaucoup parce que je peux donner à d'autres ce que j'ai reçu avant. Parce qu'il faut toujours donner et on donne, mais on ne reçoit pas toujours. Alors moi, j'attends pas de recevoir, je donne et je l'ai présentement. Je l'ai actuellement avec les gens qui viennent ici et c'est très bien comme ça. Oui, j'ai l'impression que j'ai un peu pris la piqûre quelque part. Je disais, quand on commence, on peut plus vraiment s'arrêter. Là. Une fois qu'on est comme investi quelque part, on a l'impression que ça nous fait du bien aussi de bénévoler, si on peut dire. Donc, ouais, je suis vraiment contente, je me sens bien finalement parce que j'ai l'impression d'être utile déjà. Je rends service ou j'apporte quelque chose. Et puis, c'est ça, on est à la fois, on me le rend bien, je dirais. On a l'impression qu'on reçoit autant qu'on donne quand on fait du bénévolat. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est gratifiant de faire du bénévolat. En tout cas, c'est de l'investissement, c'est sûr, mais quand on est capable de s'organiser pour en faire, je trouve que c'est une belle cause. Il faut trouver la cause qui nous intéresse finalement, là où on sent ce qui vient nous chercher, ce qui nous tient à cœur, ce qui correspond à nos valeurs. Une fois qu'on a trouvé, je pense, le domaine qui nous anime, on fait des belles choses. Pour le bénévolat, je ne sais pas combien ça représente en économie pour le gouvernement, là. Comme genre, à l'hôpital aussi, il y en a beaucoup, là, des bénévoles. Mais c'est important pour la société en général, puis pour que des personnes puissent un peu trouver de l'aide,
puis se réunir, puis se parler, puis se rencontrer. Sinon, des fois seulement les services offerts par le gouvernement, on sait tous qu'il y a des listes d'attente partout, puis c'est insuffisant. Fait que des fois, on peut pallier à ça. Le communautaire, c'est plusieurs personnes qui font un don de soi. T'sais, on est conscient que le communautaire n'a pas des budgets incroyables, donc il faut faire avec ce qu'on a. Puis il faut faire énormément avec ce qu'on a. C'est pas rare qu'on va siéger sur 2 emplois en même temps. Il faut être très, très polyvalent pour travailler au communautaire. En tout cas, si je parle de la réalité d'ici, là, c'est pas rare. Moi, je vais aller faire un peu de ménage, je vais déboucher les toilettes, je vais pelleter à l'extérieur. C'est ça prend des gens de cœur qui ont à bien le bien-être des autres, puis qui veulent tout simplement aider leurs prochains. Donc, ça prend des gens avec un cœur grand de même, autant les bénévoles que les employés pour travailler au communautaire. Ça prend des gens engagés. Un des bénéfices du bénévolat aussi, c'est le lien social. Ça, je voulais dire, parce qu'en fait, finalement, on sort de notre réseau de connaissances ou par rapport, par exemple, au travail ou par rapport à l'environnement avec les enfants qu'on a, le sport, etc. Donc là, c'est encore un autre environnement avec le communautaire. Et je trouve que c'est très important, c'est ça le bénévolat, fait qu'on rejoint un autre réseau de personnes qu'on n'aurait certainement pas rencontré juste à travers notre travail ou à travers les études qu'on a faites. Donc ça apporte une diversité, une richesse aussi, je trouve, d'échanges par rapport à... On rencontre d'autres types de personnes, c'est bien. Oui, ça crée un réseau, mais moi, c'est plus le côté humanitaire que j'ai vu parce que moi, personnellement, quand je suis arrivée, je connaissais pas grand-chose, là. Je suis arrivée toute seule. J'avais besoin d'aide, finalement. Oui, c'est vrai que j'ai été dans un organisme, mais c'était plutôt pour de l'aide à l'emploi. Mais j'aurais aimé être accompagnée. Plus que de l'aide à l'emploi, par exemple. Je sais pas. C'est vrai que je comprenais le français, mais il y a des thèmes qui sont vraiment québécois. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Les agences de placement, je ne savais pas. Je me promène dans la ville, mais je ne vois rien en fait. Comme on dit chez nous, l'étranger a de grands yeux, mais il ne voit rien. C'est pour dire qu'il y a des choses qu'on ne reconnaît pas facilement. Fait que oui, le communautaire, ça crée des réseaux et ça change des vies, ça aide aussi les personnes. Je veux dire que notre action se voit au quotidien dans la vie des personnes. Ces enfants-là qui vont suivre les programmes de francisation, à la rentrée, ça va faire une différence pour eux. Et pour leurs parents aussi, parce que moi, l'année dernière, j'ai mon fils qui est à l'école La Berge, avec qui on fait le projet, et il est en 3e année cette année. Et l'année dernière, il était en 2e année. Je ne savais pas qu'il devait faire l'examen du ministère, par exemple. Et je l'ai compris que dans le mois de mai, quand l'examen a commencé, je dis c'est des choses que j'aurais aimé savoir. Donc, j'ai pas eu d'accompagnement là-dessus. Oui, ça crée un réseau, ça donne beaucoup d'informations parce que depuis que je suis arrivée ici aussi, la semaine dernière, j'ai reçu un livret de tous les centres communautaires du Grand Châteauguay, en fait, finalement, que je soupçonnais même pas l'existence. Donc, oui, c'est vraiment humanitaire, le côté humain que moi j'apprécie beaucoup dans les centres communautaires. Moi, je suis aussi impliqué au Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay. Donc, moi, je trouve que les organismes communautaires ont hérité un petit peu de tous les régimes d'austérité. Dans le fond, c'est comme s'il y avait des services qui étaient offerts, mettons, CLSC autour de 25 ans, qui maintenant retombent comme responsabilité sur les organismes communautaires. Et je pense que comme bénévole, ben, c'est important qu'on soit là pour aider parce qu'il n'y a pas assez de sous pour payer des permanents pour assumer tout le travail qui est à faire. Vous allez avoir l'occasion de jaser avec les responsables ici, probablement qu'ils vont vous dire ça, que s'il n'y avait pas de bénévoles, il y aurait pas mal moins de services. Donc, moi, je pense que le communautaire, c'est essentiel. Puis aussi, l'autre élément qui est important, c'est plus près, c'est proche des gens.
on est dans le milieu avec les personnes. Le communautaire, l'opinion sur rue, c'est facile d'entrer ici, de rencontrer une personne, de parler avec elle. C'est pas un système téléphonique. Faites le 1, faites le 2, appuyez sur le 3. Ça, c'est très important pour cette clientèle-là parce que les autres, ils ne viendraient pas s'il n'y avait pas des... Puis il faut qu'on les apprivoise aussi, les personnes. Il faut qu'ils créent une relation de confiance avec nous autres. Et ça, tu l'as parce que c'est l'humain. Puis ça, dans le réseau de la santé ou de l'éducation, c'est différent. Je pense que c'est plus difficile. Oui. C'est plus difficile parce que c'est des grosses structures. Puis ils ont multiplié la grosseur des structures en fusionnant tout ce monde-là. Donc, c'est plus complexe. Je ne dis pas que les gens qui travaillent là, ce pas des gens qui sont bien humains, puis j'en connais beaucoup, mais l'accessibilité du service avec une petite maison qui a un pignon sur rue, là, ça fait moins peur qu'une grosse bâtisse ou impressionnante pour les personnes. Tu sais, moi, avant de travailler ici, là, j'étais pas au courant de aucune de ces réalités-là. Là, tu sais, je faisais complètement un autre métier avant. Puis lorsque je suis arrivée au centre d'éducation populaire, je me disais, OK, ça existe. Tu sais, c'était de l'ignorance, là. Tu sais, j'étais pas en contact. Premièrement, je travaillais pas au communautaire, donc je voyais pas cette réalité-là. Mais ça, il y a énormément de personnes qui sont analphabètes fonctionnels. On parle d'un 3e secondaire, je crois, quand on qualifie quelqu'un d'analphabète fonctionnel, c'est qu'il n'y a pas un 3e secondaire, mais analphabète, il y a des analphabètes numériques qui ont de la difficulté à utiliser les technologies. Tout le nouvel essor là, des technologies, les tablettes, les cellulaires. Maintenant, c'est les guichets automatiques. Justement, là, c'est pas évident pour la population vieillissante d'utiliser ces choses-là quand tu n'as jamais été habitué à la technologie. Donc, je connais des gens qui sont encore au livret de caisse, mais là, d'apprendre à faire fonctionner ce guichet-là, c'est une peur pour eux, là. Donc, c'est triste, mais c'est une nouvelle réalité qu'on côtoie de plus en plus souvent.